Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en très bonne santé. Donc comme prévu, voici la troisième partie de la confrontation entre Antigone et Créon. Nous allons voir qu'est-ce qui va faire rebondir l'action après que Antigone ait été plus ou moins convaincue. Elle se préparait à rentrer chez elle, à rentrer dans sa chambre, mais il va y avoir un déclic, quelque chose qui va faire redémarrer l'action, rebondir la révolte de Antigone et la mener finalement à sa mort. Donc on va comprendre cela et comprendre pourquoi Antigone va mourir. Nous arrivons à la troisième partie du face-à-face et la dernière étape de celui-ci. Nous allons comprendre qu'est-ce qui a fait rebondir l'action et qu'est-ce qui va mener Antigone à sa mort. Pourquoi Antigone va mourir, comme on a déjà dit. Donc, Créon va faire une réflexion, va continuer à parler. Regardez dans cette réplique-là qui est assez longue. Dans cette réplique, il va faire une réflexion imprudente. Donc la réflexion imprudente de Créon sur la vie et le bonheur et sa conception simpliste de celui-ci, c'est elle qui va déclencher la révolte d'Antigone. Qu'est-ce qu'il dit? La vie, c'est une eau que les jeunes laissent couler entre leurs doigts ouverts. Et il demande à Antigone de fermer ses mains et de la retenir. Retiens-la, retiens-la. Ferme tes mains, ferme tes mains. Donc il y a une anaphore, ferme, ferme vite, retiens-la. Donc il dit que ça deviendra c'est une petite chose dure et simple qu'on grignote assis au soleil. La vie, c'est un livre qu'on aime, c'est un enfant qui joue à vos pieds, c'est un banc pour se reposer le soir. La vie, ce n'est peut-être tout de même que le bonheur. Donc, qu'est-ce que le bonheur pour Créon? Alors, le bonheur pour Créon, c'est rester en vie. Donc, la vie, ce n'est peut-être tout de même que le bonheur. Donc, quand même, il y a un doute ici, ce qui montre que Créon ne sait pas vraiment ce que c'est que le bonheur. Donc, le bonheur, pour lui, c'est quoi? C'est rester en vie. C'est savoir préserver ce qu'on a. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi on dit qu'il faut savoir préserver? Il dit, la vie, c'est une eau que les jeunes laissent couler entre leurs doigts ouverts. Retiens-la, retiens-la, ferme tes mains. C'est-à-dire, il conseille à Antigone de préserver cette vie, de préserver les choses qu'elle a dans sa vie. Alors, des choses qu'on doit préserver et qu'on doit aussi apprécier. C'est savoir préserver ce qu'on a et l'apprécier. Et là, ça se voit alors, en fait, ce sont deux allégories par lesquelles Créon est en train de décrire la vie. Ce sont des métaphores ou plus exactement des allégories parce qu'il matérialise la vie, il la rend matérielle, concrète. C'est une petite chose dure et simple qu'on grignote assis au soleil. C'est comme si on prend un bout de biscuit et on ne le mange pas totalement en entier tout de suite. On le mange comme ça à petits bouts. Pourquoi? Alors c'est parcimonieusement, par économie, pour pouvoir apprécier le moindre goût des petits morceaux de ce gâteau, par exemple. Donc là, il demande à Antigone de savoir apprécier la vie. C'est ça pour lui le bonheur. Ce sont les attitudes adéquates à suivre. Qu'est-ce qu'il lui dit aussi? Alors en fait, quand il lui dit ne m'écoute pas quand je ferai mon prochain discours devant le tombeau d'Éthéocle. Donc là, il prétend, il sous-entend, pardon, que les concessions à faire dans ce but, c'est-à-dire dans le but de préserver cette vie et ce bonheur, sont nécessaires. Ce mensonge qu'il a créé autour des cadavres d'Éthéocle et de Polynice, c'était nécessaire pour maintenir cette vie, pour maintenir cet équilibre qu'on a déjà. Alors, qu'est-ce qui révolte Antigone dans ce qu'a dit Créon? Donc, Antigone, elle refuse
et se révolte contre le bonheur proposé par Crayon. Donc pour elle, c'est un bonheur médiocre, c'est un bonheur qui n'est pas vraiment, qui n'a pas de valeur. Un bonheur médiocre qui est atteint au bout de plusieurs compromis immoraux. Donc, c'est des concessions qui sont immorales. Donc, il faut mentir, il faut être hypocrite pour pouvoir atteindre ce bonheur. Donc, et surtout, elle le comprend à partir de tout ce que lui a raconté Crayon avant et à partir de cette phrase: ne m'écoute pas quand je ferai mon prochain discours devant le tombeau des Théogles. Ce ne sera pas vrai. Ça montre que Crayon ment. Rien n'est vrai que ce qu'on ne dit pas. Donc, tout le monde ment. Ne les crois pas. Ils te diront tous le contraire parce qu'ils ont besoin de ta force et de ton élan. Ne les écoute pas. C'est-à-dire tous les gens qui sont autour de nous sont des menteurs. Et le mensonge est un mensonge nécessaire pour Crayon. Et Antigone, elle est contre cela. Et elle décrit ce bonheur en utilisant une métaphore assez ironique quand elle dit: pour arracher avec ses dents son petit lambeau de bonheur. Donc c'est une métaphore assez ironique, dévalorisante, comme si c'était un chien qui veut arracher un petit lambeau un petit bout de tissu ou quelque chose comme ça. Alors elle pose des questions après. Quelle pauvreté? Qu'est-ce qui montre sa révolte? Quelle pauvreté faudrait-il qu'elle fasse, la petite Antigone, pour arracher son petit lambeau de bonheur? À qui mentir? À qui sourire? À qui se vendre? Donc là, on voit qu'elle est en train de poser des questions. Donc ce sont des anaphores: à qui, à qui, à qui, de questions insistantes. Donc elle est insistante et aussi provocatrice. Elle exige des réponses immédiates. Je veux savoir tout de suite, puisque c'est... elle dit: je veux savoir comment je m'y prendrai, moi aussi, tout de suite, puisque c'est tout de suite qu'il faut savoir, qu'il faut choisir. Donc elle exige des réponses immédiates. Alors, quand elle exige des réponses comme ça, quand elle pose des questions comme ça, c'est tout simplement pour montrer qu'elle refuse tout cela. Donc, elle doit faire des pauvretés. Quelle pauvreté faudrait-elle qu'elle fasse? À qui mentir? Donc elle refuse les mensonges, elle refuse l'hypocrisie, elle se révolte contre la laideur humaine et la laideur morale. Et on le voit déjà ici quand elle dit: c'est vous qui êtes laids, même les plus beaux, c'est vous qui êtes laids, même les plus beaux. Vous avez tous quelque chose de laid, c'est-à-dire qui n'est pas beau au coin de l'œil ou de la bouche. Donc Antigone, on voit elle commence à mépriser Crayon. Qu'est-ce que le bonheur pour Antigone? Alors, si elle ne veut pas le bonheur de Crayon, donc qu'est-ce que c'est le bonheur pour elle? Donc, pour elle, le bonheur, c'est exiger la perfection, la fidélité aux principes et aux idées, en maintenant l'innocence de l'enfance. Donc Antigone aspire et rêve, veut un bonheur complet et absolu et surtout sans concession. Donc un bonheur absolu et immédiat. Qu'est-ce qui le montre? Elle dit: je veux tout, tout de suite. Donc un bonheur total et immédiat, c'est-à-dire elle le veut maintenant, pas demain, pas après un an, pas après 20 ans, comme déjà étant Crayon. C'est seulement quand il est devenu vieux qu'il a atteint ce bonheur et il n'est même pas sûr de ce bonheur. Donc elle veut tout maintenant et que ce soit entier. Donc elle exige la perfection, la totalité. Je veux être sûre de tout aujourd'hui et que cela soit aussi beau. Donc elle veut la beauté, la perfection que quand j'étais petite. Donc comme ce qu'elle voyait quand elle était petite. Donc elle exige cette innocence, elle garde encore cette innocence de l'enfance. Déjà, d'ailleurs, le thème de l'enfance, il revient beaucoup dans Antigone. Nous sommes de ceux, il dit aussi, nous sommes de ceux qui posent des questions jusqu'au bout. Donc c'est quelqu'un qui n'arrête pas de poser des questions, de vouloir découvrir, elle va jusqu'au bout de ses principes, jusqu'au bout de ses idées. Alors on voit ici qu'il y a un relancement du conflit. Le conflit entre Antigone et Crayon est aigu. Donc Antigone se révolte et on va voir qu'elle reprend le dessus. Crayon tente en vain, c'est-à-dire sans résultat,
de faire taire Antigone pour maintenir la discrétion de l'affaire et pour la sauver. Donc on voit qu'il y a des répétitions de l'expression tais-toi. Il lui dit l'antichambre est pleine de monde, tu veux donc te perdre, on va t'entendre. Donc, Crayon essaye de maintenir la discrétion de l'affaire. Il veut la faire taire de force. On voit qu'il perd le contrôle de la situation. Il n'a plus de contrôle. Son autorité est bafouée, elle n'est plus respectée. Antigone, elle n'écoute pas Crayon, elle ne se tait pas, au contraire, elle continue à parler. Et là, vous voyez le grand nombre de répliques longues, plus longues quand même en tout cas, que les répliques de Crayon. Elle lui dit non, je ne me tairai pas. Pourquoi veux-tu me faire taire? Parce que tu sais que j'ai raison. Donc, vous voyez, Antigone commence à mépriser Créon. Donc le mépris d'Antigone pour Créon, il atteint dans ce passage son paroxysme, son maximum. Elle utilise un registre satirique et ainsi elle prend le dessus. Donc elle passe, qu'est-ce qui montre ce mépris? Elle passe du vouvoiement au tutoiement. Avant, elle lui disait je vous parle de trop loin maintenant. Vous ne pouvez plus entrer avec vos rides. Et juste après, elle utilise le tu. Crayon, déjà, elle l'appelle par son nom. Crayon, je te vois. Elle utilise des insultes. Elle l'insulte que tu es en train de défendre ton bonheur maintenant, en ce moment, comme un os. Donc là, c'est une métaphore qui décrit Crayon comme un chien. On dirait des chiens qui lèchent tout ce qu'ils trouvent. Tu m'ordonnes cuisinier, donc on voit qu'il y a encore une insulte, elle le décrit comme un cuisinier. Donc il n'est plus un roi, il a perdu son autorité. Il y a aussi de la satire. Elle rit, donc la didascalie, elle est en train de rire de lui. Je ris parce que je te vois à 15 ans. Tout d'un coup, c'est le même air d'impuissance et de croire qu'on peut tout. La vie t'a seulement ajouté ces quelques plis sur le visage et cette graisse autour de toi. On voit aussi qu'elle impose son rapport de force. Elle dit, tu sais que j'ai raison, mais tu ne l'avoueras jamais. Donc, comme on a dit, l'autorité de Crayon est bafouée. Il est vaincu. Ces répliques auparavant qui étaient des répliques argumentatives, explicatives, où il essayait de raisonner Antigone et finalement il avait gagné. Mais ces répliques-là, ils sont remplacés par des réactions impulsives, désespérées quand il lui dit de se taire, tais-toi, tais-toi. Il commence à utiliser la violence physique, encore plus maintenant. Il la secoue, il lui broie le bras, c'est-à-dire il lui tourne le bras derrière le dos. Il essaye de lui fermer la bouche de force. Nous voyons ici qu'il y a de la violence verbale avec des insultes, le tien et le mien. Vous voyez, ce n'est pas seulement Antigone qui insulte, c'est aussi Créon qui est en train d'insulter lui aussi, le tien et le mien, oui, imbécile. Il lui dit tu es laide, donc il y a des critiques personnelles. Créon a totalement perdu le contrôle de la situation. Nous voyons aussi qu'il y a des stichomities qui montrent la tension de ce conflit et l'acuité de celui-ci, c'est-à-dire il devient aigu et il devient tendu. Donc la tension dramatique est en train de monter. Regardez les stichomities, c'est ce qu'on a ici. C'est un échange de brèves répliques. Comme quand, je vais donner un exemple, comme quand un mari et sa femme sont en train de se battre, sont en train de se disputer. Donc, je t'ordonne de te taire maintenant, tu entends? Tu m'ordonnes, cuisinier, tu crois que tu peux m'ordonner quelque chose? L'antichambre est pleine de monde, tu veux donc te perdre, on va t'entendre. Eh bien, ouvre les portes, justement, ils vont m'entendre. Vas-tu te taire enfin, bon Dieu? Allons vite, cuisinier, appelle tes gars. Vous voyez qu'il y a un combat verbal entre Antigone et Créon, et c'est ce qu'on appelle par des stichomities. Ce sont des petites répliques, des échanges de courtes répliques assez violentes et vives. Alors, on voit que finalement, c'est Antigone qui remporte ce débat-là. C'est elle qui est en position de force, et on voit qu'il y a à la fin un retour au tragique. Antigone redevient cette héroïne tragique, déterminée et prête à mourir pour ses idées.
Et là, on voit ce tragique-là quand elle met en valeur son héritage tragique. Elle lui dit, elle est fière d'être comme son père. Comme mon père, oui, nous sommes de ceux qui posent les questions jusqu'au bout. Donc elle est fière d'être comme son père et elle veut mourir. Mais cette fois, pas pour son frère Polynice, mais elle veut mourir pour un autre idéal personnel qu'elle sait impossible à réaliser. Donc elle est prête à mourir parce qu'elle sait que le bonheur dont elle rêve, il ne peut pas être réalisé. C'est un bonheur qui exige une perfection, qui exige une totalité. Je rappelle quand même une expression dans laquelle elle parle de aimant. C'est ce qui montre un peu plus la notion du bonheur qu'elle a. Donc elle lui dit, j'aime un aimant dur et jeune, un aimant exigeant et fidèle. Donc elle est exigeante et fidèle comme moi. D'accord? Donc on voit cette exigence, cette fidélité. S'il ne doit plus me croire morte quand je suis en retard de 5 minutes, s'il ne doit plus se sentir seul au monde et me détester quand je ris sans qu'il sache pourquoi. Donc Antigone désire un amour fusionnel, désire une beauté parfaite, désire un bonheur total et surtout immédiat. Elle le veut tout de suite, maintenant. Donc ça, on peut dire que c'est quelque chose qui ne peut pas être totalement réalisé et elle est consciente de cela. C'est pour cela qu'elle va exiger finalement la mort. Alors elle dit, allons vite, cuisinier, appelle tes gardes. Donc, Créon va finalement céder à la demande d'Antigone et va finir par appeler ses gardes. Donc Créon crie soudain, garde, et les gardes apparaissent tout de suite et ils viennent la prendre. Et Antigone est enfin soulagée, dans un grand cri soulagé, enfin Créon. Et c'est ce qui souligne l'apaisement. C'est ce qui fait partie aussi des caractéristiques tragiques, l'apaisement final après la certitude de la mort. D'accord? Ça aussi, ça fait partie des caractéristiques de la tragédie. Donc maintenant que nous avons vu les deux caractéristiques de Créon, ce combat, ce débat entre Antigone et Créon, je vous demanderai de me dire à quel personnage ou à quel personnage d'entre ces deux vous vous identifiez. À votre avis, qui a raison entre Créon et Antigone? Je vous demanderai de me répondre en commentaire. Donc vous allez me dire qui est-ce qui a raison entre les deux. Est-ce que c'est Créon qui a raison ou est-ce que c'est Antigone qui a raison? J'arrive à la fin de ma vidéo, j'espère qu'elle était utile pour vous. Je tiens à vous dire merci pour votre attention et surtout n'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications en cliquant sur sur la cloche qui se trouve en bas et bien sûr de laisser vos appréciations, ce que vous pensez de cette étude et de laisser aussi des commentaires. Écrivez un commentaire sur les différentes caractéristiques des deux protagonistes, à savoir Créon et Antigone. Qui d'entre les deux a raison? Voilà, bon alors je vais vous dire au revoir et à très très bientôt.